Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le top 10 des joueurs à suivre en NBA pendant la saison qui va arriver, donc la saison 2025-2026. Alors juste un petit disclaimer, je ne vais pas parler des joueurs de la vidéo de mon top 15 de 2030 que j'ai faite récemment, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous êtes surpris de certains joueurs qui ne sont pas dedans, ils sont sûrement dans cette vidéo top 15, donc voilà. On va directement commencer avec Andrew Nembhard. Donc c'est un des premiers joueurs qui m'est venu à l'esprit quand j'ai commencé à faire cette liste. Évidemment, il y a la blessure d'Haliburton, donc il sera le meneur titulaire des Pacers cette saison. C'est un joueur qui est très polyvalent, et qui est un excellent défenseur, et qui a une bonne qualité de tir, surtout au mid-range, où il est l'un des joueurs de l'NBA en général qui en prend le plus, avec plus de 1,9 par match, et avec l'une des meilleures réussites, comme vous voyez ici sur le graphique. Donc c'est un joueur, comme je dis, très polyvalent, qui est un très bon défenseur, et surtout, il peut aussi montrer très très belle évolution en playoff, notamment au niveau du shot 3 points, où par exemple, il avait sur la saison régulière 29,1% avec 2,7 tentatives, et en playoff 46,5% avec 3,7 tentatives. Donc voilà, c'est une évolution impressionnante, ça montre qu'il a beaucoup de potentiel. Euh, donc voilà, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller, et même en mid-range, encore en playoff, il avait très très bien évolué avec plus de tentatives et une encore meilleure réussite. Donc voilà, maintenant, deuxième personne de cette vidéo sera Alex Sarr. Donc même s'il a eu une blessure assez précoce à l'Eurobasket, il a montré des choses intéressantes. Encore une fois, en pré-saison avec les Wizards, c'était bien au rebond. Il a plus d'expérience cette année, donc et son physique s'est un peu amélioré, donc au rebond, il sera meilleur. Le shoot à 3 points, c'est une de ses forces. Dans le futur, j'en suis sûr, même s'il a été irrégulier au cours de la saison dernière. Mais il avait des pics de réussite très intéressants sur certains mois, notamment en décembre, comme on peut le voir, en février, voilà, et surtout en mars, même si c'était que 33%, il avait beaucoup, beaucoup de tentatives, et ce qui a montré que même avec du haut volume, il pouvait maintenir un shoot assez intéressant. Et donc ça laisse présager de belles choses, tout ça pour Alexar, surtout que voilà, défensivement, c'est très très fort. Et, euh, et même si sur la saison rookie, je reviens sur le 3 points, il était que à 30,8%, il était à 36% dans le corner sur sa saison. Donc voilà, ça montre qu'il a une grosse marge de progression et qu'il va être un très gros joueur dans les années à venir. Maintenant, j'ai mis Jaylen Brown. Donc il a une situation légèrement similaire à Andrew Nembhard parce que le joueur star des Celtics, qui est Jason Tatum, est blessé, même si Brown, c'est quand même bien plus un joueur All-NBA confirmé que Nembhard. Donc ça va être l'option numéro un. Et il faut qu'il montre que les Celtics peuvent rester compétitifs à l'Est, même sur leurs meilleurs joueurs. Et donc il doit assurer des deux côtés du terrain comme il peut le faire, parce que Brown, si vous ne le saviez pas, c'est le joueur qui a la match de difficulté numéro un aux Celtics. Donc c'est le joueur qui défend la plus grande partie du temps sur le meilleur joueur offensif adverse. Donc il devrait être plus efficace sur 3 points, où il tourne à 32-33% en playoff comme en saison régulière. Et peut-être que cette saison, elle peut changer son avenir, car il se verra bien leader d'une équipe et plus simplement une seconde option derrière Jason Tatum. Donc ce sera à voir. Maintenant, j'ai mis Joel Embiid, donc c'est peut-être le joueur qui va le plus m'intéresser cette saison. Il a fait ses débuts contre Minnesota en pré-saison, là, il a fait une très bonne statline assez rapidement. On sait de quoi il est capable s'il reste en forme, et il se doit d'être un vrai leader après l'année compliquée des Sixers l'année passée où il n'était pas là, il y a eu plein de blessés, et le trade de Paul George a raté. Il doit aller enfin chercher un long run en playoff avec une conférence plus faible que jamais du fait des blessures que je viens d'évoquer justement. Et ensuite, pour terminer à la conférence Est, j'ai mis la Melo Ball. Donc là, les Hornets, ils ont un meilleur roster que ce qu'on pourrait penser. Donc si Brandon Miller, il est plus healthy que la saison passée, et avec la bonne draft qu'ils viennent de réaliser, notamment avec l'acquisition de Conn Apple, qui est un très très bon joueur, un très gros shooter, ce qui manquait un peu à Charlotte, il peut avoir une équipe assez intéressante. Ce que j'attends surtout de Lamelo, c'est de jouer des matchs, parce que voilà, depuis 2021-2022, il n'a pas joué plus de 50 matchs une fois sur une saison. Et aussi, j'attends une meilleure sélection de tir à 3 points, parce qu'il peut être beaucoup plus efficace que 34%, surtout quand on regarde le volume et la difficulté des tirs pris. Donc là, en termes de volume, il est à 11,2 par match, tout simplement le plus haut volume de toute la NBA. Même devant Steph Curry au centième près. Donc voilà, c'est un peu trop, je trouve. Et surtout, si vous regardez les matchs des Hornets parfois, même si c'est pas dingue à voir, franchement, les difficultés des tirs qu'il prend sur une jambe, dans step back, au logo, franchement, il faut. S'il se concentre un peu plus, il pourrait être tellement plus efficace, ça serait mieux à avoir joué. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre DeAndre Ayton. Donc Ayton, il va arriver dans une équipe où il va remplir plusieurs besoins. Donc il y a l'équipe de Lakers, donc il y a un gros manque de présence à l'intérieur. C'est une équipe qui était 26e en rebond par match. Et Ayton, c'est un joueur qui n'a jamais eu moins de 10 rebonds par match dans toute sa carrière. Donc voilà, il va avoir des excellents playmakers autour de lui. Et c'est dans ces situations qu'il est le meilleur, notamment quand il est avec Chris Paul à Phoenix, c'est là où il était à son meilleur niveau. Donc maintenant, on va voir est-ce qu'il est capable de performer dans une équipe qui a besoin de lui, dans une franchise qui a énormément d'attentes, avec deux énormes joueurs, donc c'est à voir. Maintenant, à la deuxième position de cette conférence Ouest, j'ai mis Scoot Henderson.
Donc, avec le retour de Lillard aux Blazers et le trade de Jrue Holiday, Anderson il sera entouré de deux très bons meneurs pour l'aider à progresser et enfin lancer sa carrière, entre guillemets. Même si ça a été une déception pendant sa saison rookie, pardon, on a vu quand même une progression l'année passée avec plus d'efficacité et de précision globale dans le jeu, notamment au tir et avec moins de pertes de balles. Mais il y a toujours des attentes beaucoup plus élevées, surtout quand on compare aux autres joueurs de sa classe, notamment Wembanyama, Brandon Miller, Amen Thompson et plein d'autres. Donc c'est une année cruciale pour lui pour voir si c'est vraiment un joueur majeur du futur de Portland ou si la franchise va plutôt miser sur ses espoirs sur Sheldon Sharp d'ailleurs qui vient de recevoir un nouveau contrat, une extension de contrat. Ensuite j'ai un peu triché sur cette position mais j'ai mis deux joueurs des Pelicans. Donc d'abord j'ai mis Trey Murphy. Donc Trey Murphy c'est un joueur qui a connu une très belle évolution statistique dans les dernières années du fait des absences courantes de Zion et de la blessure de Dejounte Murray. Donc voilà on peut voir qu'il a une très très belle évolution statistique dans tous les domaines du jeu. Et du coup, Dejounte Murray qui avait rejoint les Pelicans qui s'était blessé. Donc c'est un défenseur qui est versatile, Trey Murphy. Il est capable de garder plusieurs types de joueurs et un shoot à trois points très régulier, même s'il a connu une baisse du pourcentage, justement dû à une augmentation du volume, parce il entend quand même plus de 8 par match, il reste à 36%, ce qui est très solide, et il prend des shoots assez compliqués, mine de rien, surtout que dans la saison dernière, il était quasiment la seule menace offensive des Pelicans avec les blessures de Williamson et de Dejounte Murray. Maintenant, pour Zion, c'est un de mes genres préférés. Il a l'air, même s'il faut toujours se méfier de ce genre de prise de parole en off-season, d'être dans sa meilleure forme depuis Duke University. Donc, ça serait bien de le voir à son meilleur niveau physique, parce que c'est l'un des meilleurs finisseurs au sac de l'NBA et l'un des joueurs les plus difficiles à défendre, et aussi qui met le plus de pression sur la raquette adverse. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les Pelicans vont jouer cette saison après une draft assez étonnante et l'acquisition de Jordan Poole. Si le retour de Dejounte Murray se passe bien, ils ont une équipe assez solide défensivement, mine de rien, avec plus de shoot à 3 points qu'avant, ce qui leur manquait vraiment. Et avec Zion et Murphy au cœur du projet qui vont devoir performer pour subsister pardon, dans la conférence Ouest, qui est très très compétitive. Ça va être vraiment extrêmement intéressant à suivre, donc j'ai hâte de voir ça. Maintenant, j'ai mis Cooper Flag. Bon, encore, j'ai un peu triché parce qu'il est dans ma vidéo du top 15 en 2030. Mais voilà, je pouvais pas ne pas le mettre. C'est évidemment le number one pick qui a laissé présager beaucoup de choses en Summer League et en pré-saison. Donc, j'ai extrêmement hâte de le voir. Et surtout, la situation de laquelle il était drafté, alors en son cas, encore plus intéressant. Il a joué meneur en pré-saison parce que Kyrie Irving est absent. Est-ce que ça va être son poste le temps que Kyrie revienne? Donc, ça va être très intéressant à suivre. J'ai hâte de voir comment va être son jeu offensif, comment est-ce qu'il va défendre sur les meilleurs joueurs aussi parfois. Est-ce qu'il est capable d'être une deuxième option offensive intéressante derrière Davis et parfois de prendre le relais quand Anthony Davis n'est pas là ou alors n'est pas dans un grand match? Donc j'ai plein de questions auxquelles j'ai hâte d'avoir les réponses parce que c'est un joueur qui est vraiment très intéressant et j'ai hâte de voir la progression qu'il va connaître durant sa carrière et de voir cette saison rookie notamment. Et pour terminer, du coup, j'ai mis Dylan Harper. Donc pareil, lui, c'est super intéressant parce qu'il va avoir du temps de jeu significatif en début de saison étant donné que Fox est certainement absent jusqu'au début du mois de novembre. Mais au-delà de ça, quel line-up on pourra jouer avec Dylan Harper? Est-ce que Dylan Harper pourra jouer avec Castle et Fox, avec l'un des deux seulement? Est-ce que les Spurs peuvent jouer avec un backcourt Harper-Fox où l'un des deux contrôle plus le ballon? On a vu des prémices en pré-saison, mais quel impact va avoir la capacité de Dylan Harper à attaquer le cercle très efficacement sur les défenses adverses? Est-ce que voilà, cette pression a pu créer de l'espace pour ses coéquipiers, notamment Wembanyama? Et comment est-ce qu'il va jouer avec lui? Donc voilà, il y a plein de questions auxquelles j'ai hâte de voir la réponse cette saison. Bien évidemment, je pouvais pas tout mettre tous les joueurs auxquels je pensais, mais plus précisément, je peux pas mettre tous les rookies. Mais ils seront comme d'hab hein, globalement à suivre avec Vijay Edgecombe notamment, Ace Bailey, Raman Malouache ou encore tous les Français. Bref, comme d'hab, on à suivre parce que les rookies c'est toujours un des trucs les plus intéressants à suivre chaque saison. Et voilà, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir celle du top 15 de 2030. Elle vous donnera peut-être un peu plus d'informations sur ce que je pense de la NBA dans les futures années. Et voilà les mecs, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Et très bonne journée et à bientôt.